Mort d'Idriss Déby au Tchad, l'armée sur la chaîne nationale annonce qu'il a succombé de blessures reçues au front. Idriss Déby venait d'être réélu selon la commission électorale pour un 6e mandat après 30 années de pouvoir. Réaction du chef de l'État suite à l'annonce dans quelques instants. Réduction de la pauvreté et développement durable au Burkina, la Suisse revoit à la hausse son montant d'appui de 70 à 90 milliards avec plusieurs secteurs clés visés. Le programme d'activité quinquennal couvrant la période 2021-2025 est désormais en marche. Signature et lancement en cours d'édition. Nous irons également dans l'est du pays pour un round-up de la gestion des forêts. La zone à forte potentialité faunique et forestière avec des espaces riches et variés est désormais en proie au braconnage et à la destruction pour cause d'insécurité. Nous analysons l'impact dans quelques minutes. Ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Tchad pour entamer le développement de l'actualité. Idriss Déby Itno, mort comme il est arrivé au pouvoir en chef de guerre. L'armée annonce qu'il a été mortellement blessé lors d'affrontements avec les rebelles ce week-end à l'âge de 68 ans. Il venait pourtant d'être réélu pour un 6e mandat après les résultats provisoires annoncés ce lundi. Un conseil militaire de transition est d'ores et déjà mis en place pour une période de 18 mois. Il est présidé par le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président. Retour sur les événements avec Vincent Kengoubou. Le maréchal du Tchad. Dans la matinée de ce mardi 20 avril, la nouvelle tombe comme un coup de massue. Idriss Déby Itno vient de donner son dernier souffle. Idriss Déby est mort. Selon l'armée tchadienne qui a annoncé la nouvelle, le président de la République, le maréchal du Tchad, a été touché dans les combats face aux rebelles qui ont fait irruption contre le régime en place. Et il a succombé à ses blessures. Ironie du sort, Idriss Déby meurt le jour même de la proclamation définitive des résultats de la présidentielle du 11 avril par la commission électorale, le créditant d'un score de près de 80%, donnant lieu à un 6e mandat de 6 ans pour celui qui règne sur le Tchad depuis déjà 3 décennies. Le défunt président a accédé au pouvoir en 1990 en renversant Hissène Habré pour régner sans partage. Militaire dans l'âme, Idriss Déby était présenté comme un guerrier au regard de son parcours, de ses positions et de son engagement dans la lutte contre le terrorisme dans son pays et bien au-delà, jusqu'à des contrées lointaines, n'hésitant pas à déployer des troupes dans les théâtres d'opération dans le bassin du lac Tchad et au Mali. Il y a 2 mois, il a pris la présidence en exercice du G5 Sahel en annonçant dans la foulée la projection de 1200 militaires tchadiens dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. En août dernier, le président avait enfilé le treillis pour descendre sur le terrain et combattre victorieusement des groupes terroristes qui avaient endeuillé le Tchad d'Idriss Déby. Un fait d'armes qui lui vaudra le titre, ô combien honorifique et sans appel, de maréchal du Tchad, à lui officiellement reconnu par le Parlement tchadien. Élevé au rang de maréchal. Le maréchal a-t-il voulu rééditer l'exploit? En tout cas, hier lundi, le président de la République s'est déployé à nouveau dans le nord du pays pour régler le compte à un groupe rebelle, le FACT, Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, qui a fait irruption depuis la Libye voisine pour entacher la présidentielle et sa réélection déjà assurée. Une sortie cette fois malheureuse au regard de la nouvelle qui s'est répandue sur le continent et dans le monde comme une traînée de poudre. Le Tchad a perdu son président et le G5 Sahel, son président en exercice, lui qui était perçu comme un véritable rempart contre la poussée terroriste dans le Sahel, est en Afrique, quoique ses pratiques démocratiques sont sujettes à discussion. Aussitôt, un conseil militaire est annoncé pour conduire une transition de 18 mois avec à sa tête un fils du défunt nommé Mahamat Idriss Déby, un général de corps d'armée de 37 ans qui succède provisoirement à son père et annonce dans la foulée l'instauration d'un couvre-feu et la fermeture des frontières, laissant ainsi libre cours aux commentaires tandis que le feu demeure sacré. Idriss Déby est mort, Idriss Déby le remplace.
Réagissant à cette actualité, le président du Faso souligne avoir appris la nouvelle avec consternation. Il salue la mémoire et l'engagement de l'homme dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac. Idriss Déby, faut-il le rappeler, était également président en exercice du G5 Sahel. La mort de Déby aura-t-elle un impact sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel? Les spécialistes vous éclairent tout à l'heure à 21h30 en compagnie de Fousseni Kindo, un décryptage de l'actualité africaine à travers des questions de géopolitique et de sécurité. Tout autre chose, près de 12 milliards pour la réalisation d'un centre de radiothérapie de traitement du cancer à Bobo-Dioulasso. C'est le montant recherché par le gouvernement burkinabé auprès de Unicredit, une banque autrichienne. L'Assemblée nationale a donné son quitus pour autoriser le gouvernement à contracter le prêt, non sans souligner à travers son président la suspension d'un projet similaire au profit de l'hôpital de Tengandogo. La plénière de ce 20 avril avec Nongba Kouda et Nathalie Kaouré. Plus de 3 heures de discussion et voici voté à l'unanimité le projet de loi qui permet au Burkina Faso de lancer la construction et l'équipement d'un centre de radiothérapie pour le traitement du cancer. L'infrastructure qui sera érigée à Bobo-Dioulasso permettra la prise en charge des malades du cancer de 4 régions que sont les Hauts-Bassins, le Sud-Ouest, les Cascades et la Boukou du Moun. Mais avant de donner leur quitus au gouvernement pour la réalisation du projet, les députés ont soulevé des préoccupations parmi lesquelles la question de la protection et de la maintenance des équipements qui seront acquis. Toutes les dispositions ont été prises pour éviter que ces équipements ne vivent la souffrance des hôpitaux classiques. Soyez rassurés à ce niveau que pour ce qui concerne la maintenance, il n'y aura pas de souci. Pour ce qui concerne l'alimentation électrique, il est prévu un certain nombre de dispositifs pour rendre le courant très régulier avant que ça n'alimente donc les équipements. Un centre de radiothérapie pour le traitement du cancer à Bobo-Dioulasso qui s'annonce, mais qu'en est-il de celui prévu à l'hôpital de Tengango et qui peine à être réalisé? C'est l'interpellation faite par le président de l'Assemblée nationale et le gouvernement d'avancer des raisons financières pour expliquer cette situation. Ce projet souffre parce que ça fait déjà près de 7 ans qu'on n'est pas au bout du tunnel. Pour une évaluation initiale avant la mise en œuvre du projet de 39 milliards, dès le démarrage, il a été réévalué à 57 milliards pour tout. Et aujourd'hui, on a consommé les ressources qui ont été engagées, qui sont de l'ordre de 22 à 24 milliards, pour être toujours autour de 45%. Et la requête qui est parvenue dans mon bureau est de 41 milliards et j'ai pu mettre dans mon tiroir. En attendant d'échanger avec le ministère des Finances. En attendant, le ministre de la Santé donne rendez-vous aux élus nationaux et aux populations du Grand Ouest du Burkina dans 18 mois pour l'inauguration du centre de radiothérapie pour le traitement du cancer à Bobo-Dioulasso. Et c'est au cours de cette plénière que l'Assemblée nationale apprend la triste nouvelle concernant la disparition du président tchadien. 1 minute de silence est observée par les députés pour saluer la mémoire du maréchal Idriss Déby Itno. Une page consacrée à la coopération, partenaire privilégié dans les projets de développement. La Suisse réaffirme son engagement aux côtés du Burkina. Une nouvelle enveloppe plus consistante couvrant la période 2021-2025 pour un nouveau programme prenant en compte les secteurs prioritaires comme la gouvernance, l'éducation de base ou encore la formation socio-professionnelle. La cérémonie de lancement avec Lassina Ouattara et Marguerite Adouanou. Sauvegarder les acquis de développement, réduire les souffrances des populations et répondre à l'urgence humanitaire, promouvoir la paix et faciliter la gestion des conflits.
C'est sur ces bases que la coopération suisse au Burkina Faso lance ses activités pour les 5 prochaines années. La Suisse a décidé de donner un nouveau pour les 5 prochaines années 150 millions de francs suisses. Investir ça dans différents projets. Le premier point, c'est absolument l'eau. L'autre question, la population, c'est 1 milliard. Le Burkina Faso est l'un des pays prioritaires d'intervention de la coopération internationale suisse. Elle soutient les efforts du gouvernement burkinabé pour la réduction de la pauvreté et le développement durable. Le montant d'appui que nous avions l'année passée a été augmenté de 20%. Donc nous sommes passés de 70 milliards qu'ils injectaient dans notre budget à près de 90 milliards de francs CFA d'appui donc à notre gouvernement pour pouvoir réaliser des projets prioritaires. Alors cela témoigne aussi de la qualité, de l'excellence des relations que le Burkina Faso entretient avec la Confédération suisse et en tout cas souhaiter que la réponse qui est tant attendue au niveau national concernant l'amélioration des conditions de vie des populations et l'amélioration donc de l'adversité sécuritaire puisse trouver un écho auprès donc d'autres partenaires qui pourront aussi emboîter ce pas et nous appuyer. La Suisse concentre ses actions dans les secteurs de développement économique local, gouvernance et démocratie, éducation de base et formation professionnelle, mais aussi appui macroéconomique et enfin le secteur de la culture. Le programme ainsi lancé couvre la période de 2021 à 2025. Entre la BAD et le Burkina, les chantiers de développement se referment et se redéfinissent. Le document stratégique pays 2017-2021 se referme avec près de 400 milliards à dépenser. Et alors qu'il tire vers sa fin, les cadres de la Banque et de l'État se sont retrouvés pour non seulement un bilan des actions, mais aussi des perspectives pour celles couvrant la période 2022-2026. L'ouverture des travaux de ce 19 avril avec Aras Manezoundi et Sébastien Songo. Experts de la BAD et de l'administration burkinabé sont face à face et par visioconférence à cette rencontre. C'est un cadre de dialogue pour passer en revue le document stratégique 2017-2021 contenant les secteurs d'intervention de la Banque africaine de développement. Sur ces 5 années, près de 400 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour une douzaine de projets. Le plus emblématique, c'est bien sûr la route de l'Est, Fada-Ngourma, jusqu'à la frontière du Niger, mais également tout ce qui concerne la production de l'énergie, donc l'interconnexion électrique entre le Nigeria, Niger, Burkina, Bénin, qui permettra au Burkina Faso dans un premier temps d'importer de l'énergie pour compléter sa production, mais aussi à terme de pouvoir exporter vers ces pays-là sa production en solaire qui est en train de monter en puissance. Il s'agit aussi de s'imprégner des priorités du gouvernement dans le cadre du référentiel de développement en cours de finalisation pour préparer la nouvelle stratégie pays 2022-2026. Le facteur handicapant le plus important à travers la mise en œuvre de ce DSP, c'était donc les questions de l'insécurité. Mais la Banque africaine de développement, avec donc les dispositions ou les flexibilités que nous les connaissons, ont entrepris en tout cas de travailler à ce que la question donc de l'insécurité soit intégrée dans le DSP à venir pour que nous puissions négliger maintenant les risques de nos mises en œuvre des projets et plutôt optimiser donc les conditions de réussite. Les participants à cette rencontre ont une douzaine de jours pour présenter les résultats de leurs travaux. Gouverner, c'est aussi prévoir et cela est possible à l'échelle sous-régionale. Les pays de la CEDEAO, en plus du Tchad et de la Mauritanie, envisagent des politiques nationales conjointes de stockage pour faire face à l'insécurité alimentaire. Pour ce faire, ils se donnent rendez-vous à Ouagadougou pour un état des lieux du processus d'élaboration des politiques. Adam Aguiti et Estelle Judith Assopa. Le Burkina Faso, pays hôte de cette rencontre régionale, partage ici son expérience en matière d'élaboration de sa stratégie et de sa politique de stockage des réserves de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour notre pays, la stratégie a révélé un certain nombre d'actions urgentes à entreprendre pour que nous puissions donc mieux gérer nos stocks. D'abord, il y a nos infrastructures de stockage qu'il faut remettre en ordre. Il y a également l'informatisation donc des opérations techniques
et aussi la gestion des stocks, il faut les informatiser. Et il y a le cadre réglementaire, institutionnel qu'il faut aussi adapter pour nous permettre donc d'assurer une meilleure gouvernance. Les 15 États de la CEDEAO, le Tchad et la Mauritanie se prêteront également à cet exercice durant cette session. Des présentations qui permettront aux différents acteurs que sont les points focaux des ministères en charge de l'agriculture, les consultants nationaux et les experts internationaux de mieux apprécier le contenu des documents élaborés. C'est pour vraiment amener les pays à finir les dernières étapes pour avoir leur politique nationale de stockage, pour que la région puisse vraiment en bénéficier. Si chaque pays a sa politique nationale, ça va mettre en synergie les efforts. Si certains pays ont déjà adopté leur politique nationale de stockage de sécurité alimentaire, d'autres par contre traînent encore les pas. Occasion pour ces acteurs de répertorier les difficultés qui freinent le processus et d'y apporter des solutions, car tous les pays doivent être prêts d'ici à fin mai. Les politiques nationales de stockage de sécurité alimentaire permettront aux pays de l'espace CEDEAO, du Tchad et de la Mauritanie de faire face aux éventuelles situations de crise alimentaire. Également en conclave, les prêtres africains diocésains de la fraternité sacerdotale Burkina-Niger. Ils se retrouvent à Bobo-Dioulasso pour leur 31e Assemblée générale après le rendez-vous de Koudougou en 2018. Du 19 au 22 avril, près de 300 serviteurs sont attendus pour échanger sur le renforcement de l'union. L'ouverture des échanges avec Kassou Milogo, Siriki Milogo et Ismaël Saturnin Paris. C'est une assemblée générale pour promouvoir et consolider la paix au sein des peuples. Et pour le 31e conclave, c'est l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso qui accueille les prêtres africains diocésains de la fraternité sacerdotale Burkina-Niger, un cadre de renforcement de la foi entre ses serviteurs de Dieu. Chacun de nous a été appelé par le Christ pour être prêtre. Non seulement il doit s'attacher au Christ, mais il doit également accueillir l'autre comme ayant été choisi aussi par le Christ. Et c'est ensemble que nous devons réellement être enracinés dans le Christ et travailler à consolider la communion et la fraternité entre nous. 286 prêtres et 7 évêques venus des différents diocèses du Burkina Faso et du Niger prennent part à ces 4 journées de réflexion et d'échange. Une édition dont la tenue relève d'un défi au regard du contexte sécuritaire et sanitaire, d'où le thème prêtre pour un renouveau de la communion sacerdotale et du ministère pastoral au service de la paix. Vous avez entendu parler de prêtres enlevés ou de prêtres assassinés, et concrètement sur le terrain, la pastorale est difficile dans certains endroits à cause de la grande insécurité. Alors tout cela crée une problématique qu'il faut forcément débattre pour se donner des idées et pour avoir une ligne de conduite pour mieux être à la disposition de nos communautés et de nos paroisses. Chants, prières, louanges et interventions ont ponctué la cérémonie d'ouverture de cette Assemblée générale des prêtres africains diocésains de la fraternité sacerdotale Burkina-Niger, une édition qui se tient après le rendez-vous manqué de 2020. Le ministère de l'Action humanitaire a pied d'œuvre pour le retour des déplacés internes sur leur terre d'origine. Première étape, l'élaboration d'une stratégie nationale de relèvement. Et pour son élaboration, un comité de suivi a été installé ce 20 avril, comme nous le disent Paul David Bambara et Vincent Kendrobego. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires entament le processus d'un relèvement des personnes déplacées internes. Ce matin, le ministre en charge de l'action humanitaire installe le comité de suivi du processus d'élaboration d'une stratégie nationale assortie d'un plan d'action. En clair, le gouvernement veut travailler à un retour progressif des déplacés à leur terre d'origine.
Le relèvement s'entend comment aider ces personnes déplacées internes avec les populations hautes qui les accompagnent à retourner soit dans leur zone de départ, on appelle les zones de départ, ou les zones d'origine, ou identifier une zone qui leur sera favorable pour qu'elles restent et continuent à vivre. Plus nous aurons des zones sécurisées, plus les personnes voudraient repartir dans leur zone de départ ou identifier les zones plus sécurisées où ils seront à même de se développer. Il faut accompagner rapidement les retours parce que quand il y a les zones sécurisées, il ne faut pas laisser ces zones vides. Il faut que les zones soient occupées par les populations afin de permettre que d'autres personnes malsaines n'occupent pas ces zones déjà sécurisées. À la date du 31 mars 2021, plus d'1 147 000 personnes déplacées internes étaient dénombrées, réparties dans toutes les régions du pays, selon Laurence Ilboudo. Les membres du comité qui entrent en fonction sont issus de plusieurs départements ministériels et de certaines agences des Nations Unies au Burkina Faso. Leur objectif, suivre l'élaboration de la stratégie nationale de relèvement des déplacés avec l'intervention d'un consultant à recruter. Comment prévenir les risques d'accidents du travail? Les réponses dans la sensibilisation entreprise par l'Association des victimes d'accidents au Burkina. Elle commémore ainsi la 25e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 18e mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Elle compte sillonner pour sa campagne lancée à Kosodo plusieurs usines. Constat avec Amadou Ilboudo et Momoni Soubeiga. Selon la Caisse nationale de sécurité sociale, plus de 3000 cas d'accidents du travail ont été enregistrés au Burkina entre 2019 et 2020. Des chiffres qui confortent davantage l'AVABF, l'association des victimes d'accidents du travail au Burkina Faso, dans sa bataille contre ce phénomène. Et pour toutes les victimes qui ont témoigné, il vaut mieux prévenir que guérir. Devant les immeubles, il y a les fils électriques de la haute tension qui passent. Voilà, je me suis rendue là-haut et comme c'était un lieu de service, et malheureusement le bras a touché les fils électriques. Donc aux travailleurs, aux usagers, faites sérieusement attention. Au regard de ces chiffres, l'AVABF et ses partenaires IAM Gold, la Carrefour et la CNSS ont opté de renforcer la sensibilisation. Et ce sont les grandes entreprises qui sont ciblées. La 25e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 18e journée mondiale de la santé et sécurité au travail. Ce sont deux activités que le ministère de la fonction publique organise chaque année et nous participons en tout cas depuis très longtemps à ces événements-là. Et cette année, nous avons décidé de venir à Kosodo ici pour sensibiliser dans les entreprises de la zone de Kosodo. La CNSS a un volet prévention des risques professionnels qui consiste pour nous à accompagner toutes les entreprises qui sont affiliées à la CNSS en matière de prévention. Du 20 au 27 avril 2021, l'AVABF compte donc sillonner plusieurs entreprises pour sensibiliser les patrons et les ouvriers sur la nécessité de prévenir les risques d'accidents du travail. C'est en 1996 que l'AVABF, l'association des victimes d'accidents du travail au Burkina, a été créée. Dans un autre registre, le Burkina travaille désormais à mettre en place un identifiant unique pour toute personne résidente ou de passage. Le but est d'arriver à une maîtrise des données démographiques pour plus d'efficacité des politiques publiques. Les représentants des structures compétentes et engagées dans la question se sont retrouvés pour l'étude approfondie devant contribuer à sa mise en œuvre. Le lancement des travaux ce 20 avril avec Kounsoun Koulibaly et Sébastien Zongo. Des bases de données sont créées dans plusieurs secteurs pour des besoins variés. Des numéros d'identité, d'état civil, de compte bancaire, de téléphone ou de police d'assurance. Ou encore des numéros matricules dans les écoles, les universités et pour les employés des secteurs publics et privés. L'idée de l'identifiant unique et électronique est de créer un code propre à chaque personne qui permet de l'identifier de façon précise et fiable. Sa particularité avec les autres identifiants que nous appelons identifiants sectoriels, c'est qu'il prend en compte tout le monde, à la fois les enfants, les personnes âgées, il prend également les étrangers. Donc il prend les étrangers, il prend tous ceux qui traversent le territoire burkinabé que nous appelons
les itinérants. Ces représentants des structures compétentes ont pour mission de trouver les modèles de centralisation sécurisée de ces données. L'objectif est d'arriver à maîtriser les statistiques démographiques pour la bonne conduite des politiques de développement. Nous allons peut-être savoir combien d'écoles il faut construire pour les élèves parce qu'on connaît exactement le nombre d'enfants selon la tranche d'âge qui vont à l'école. Prenons l'exemple sur le fichier électoral. On n'aura plus besoin à chaque fois de faire des ouvertures de listes et de faire des recensements. Les recensements, on n'aura plus besoin de faire parce qu'on a déjà un fichier et après, pour avoir une tranche d'âge, ça devient un jeu de manette. Il suffit de lancer une requête et on a la catégorie qu'il faut. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'envergure sous-régionale à l'échelle de la CEDEAO et l'ambition est de pouvoir enrôler 80% des Burkinabés sur 6 ans. À Bobo Dioulasso, ce sont les travaux d'aménagement sur un site du secteur 23 qui oppose la municipalité et un promoteur immobilier. Ce dernier, selon les explications, ne disposerait pas des documents nécessaires à l'exercice de cette activité. La mairie aurait alors purement et simplement retiré les bornes et suspendu les travaux. Les détails depuis SIA avec Karim Sissé. Ce site de plus de 9 hectares, 6 au secteur 23 de la ville de Bobo Dioulasso, a été aménagé et borné par un promoteur immobilier de la place. Un promoteur qui, selon les explications du directeur de l'urbanisme, de la construction et du foncier de la commune de Bobo Dioulasso, n'a pas respecté toutes les procédures en la matière. La personne devait, dans un premier temps, avoir un agrément, ce que nous avons vu dans son dossier. Et la personne devait avoir une autorisation de lotir. Et en plus, pour des projets immobiliers, la personne devait avoir une autorisation du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Donc, ce qui n'est pas le cas. Et c'est un aménagement qui n'est pas fait de concert avec la commune et l'arrondissement. Donc, nous avons procédé ce matin à la destruction et la restauration du site. En plus, le plan d'aménagement et le croquis du terrain dont dispose le promoteur immobilier en question ne correspondent pas au site aménagé, souligne Ben Idriss Djeni. Dans la réalité du terrain, c'est que le croquis ne concerne pas la zone exactement, puisque là où nous sommes arrêtés, c'est une zone qui en principe ne doit même pas être aménagée, qui n'est pas concernée par son croquis, par son plan d'aménagement. Donc ici, c'est comme si il est déjà dans une autre infraction. Actuellement, des investigations sont en cours pour savoir si les parcelles déjà aménagées ont été vendues aux populations ou pas. Mais en attendant, les agents de l'urbanisme, de la construction et du foncier de la commune de Bobo Dioulasso ont procédé au ramassage des bornes. Le promoteur devrait se présenter devant l'autorité municipale. Affaire à suivre donc. Cet autre titre de l'actualité, les zones forestières en souffrance dans l'est du pays. Une région qui regorge de 70% de la faune burkinabé avec des espèces riches et variées réparties dans des aires de protection de plus d'1 million d'hectares. À cela s'ajoutent des espaces de conservation communautaire, des forêts villageoises et des bois sacrés. Mais depuis quelque temps, la gestion de cette richesse pose problème au regard de l'insécurité que vit la région. Plus de développement avec Aruna Kaboré et Ibrahim Hassanou. Les aires de protection faunique de la région de l'Est sont estimées à environ 1 100 000 hectares. Cette région héberge le parc national W, le parc national d'Arli et plusieurs autres réserves de faune et de zones synergétiques. Notre région regorge pratiquement 70% de la faune du Burkina Faso. Et on y rencontre les éléphants, les lions, les panthères, les buffles, les hippotragues koba, les corbes de buffon, les corbes de fassa, etc., etc. Ce patrimoine naturel, autrefois bien protégé, souffre aujourd'hui de plusieurs maux. L'insécurité en est la cause. Il y a l'augmentation de certains actes prohibés, tels que le braconnage, tels que le pâturage illégal, tels que la coupe abusive
du bois face à une situation comme celle que nous vivons. Il faut s'adapter et nous continuons de mener les activités sur le terrain. Plusieurs acteurs vivaient de la protection et de l'exploitation de ces aires fauniques et forestières. Ils craignent la disparition de certaines espèces rares. Même si la situation s'améliore, on peut faire au moins 20 ans sans se rattraper. Parce qu'il y a des espèces, des animaux qui ont perdu. On ne peut plus les voir. Parce que, sauf les animaux qui peuvent se déplacer et des centaines de kilomètres. Ce sont eux seulement qui sont toujours en vie. Même il y a des espèces d'arbres même qui disparaissent. On ne peut plus passer, il y a des arbres qu'on ne peut plus planter. La commune de Madjoari est située à l'intérieur du complexe W. Arli Pendjari. Pour les habitants de cette commune, la situation est dramatique. De tous les 4 côtés, on est entouré par la forêt. Alors que nous savons bien que les bandits là sont dans cette même forêt-là. La gestion de cet environnement est un peu difficile pour nous. Tu ne peux pas poursuivre quelqu'un, un braconnier, et les terroristes te poursuivent. Quand nous on était à Arli, vraiment il y avait tout. L'environnement était bon. Actuellement, le braconnage a ravagé. On n'a plus d'animaux sauvages. Le désespoir de ces acteurs est grand. Les yeux sont tournés vers l'État burkinabé. L'économie de la région de l'Est est fortement tributaire des dividendes du tourisme synergétique et de la chasse. L'impact de l'insécurité sur la gestion des forêts a porté un coup dur à cette économie. Immersion à présent au sein de la pédiatrie Charles de Gaulle, un établissement sanitaire très à cheval sur les exigences d'hygiène spécifiques. Un protocole strict y est mis en pratique et développé au quotidien. C'est le constat fait par nos reporters Daouda Ouattara et Pascal Gane. Hôpital pédiatrique Charles de Gaulle, il est 6 heures. Une armée de femmes nettoyeuses envahissent l'hôpital pour le rendre propre avant l'arrivée du personnel et des patients. Ici, l'hygiène est aussi prioritaire que les soins et c'est lui, Dr Dori, qui est chargé d'y veiller. Dès l'entrée de l'hôpital, les dispositifs de lavage de mains sont à la disposition des usagers. C'est le début d'un long processus de protection des travailleurs et des patients. Il y a aussi les dispositifs de distribution des solutions hydroalcooliques. Donc tout ça pour que le patient puisse les utiliser déjà, pour ne pas amener des germes de la ville, mais aussi pour pouvoir les utiliser au fur et à mesure pour ne pas prendre des germes à l'intérieur. Ça c'est un élément, mais il y a aussi le nettoyage des surfaces qu'on fait régulièrement, donc au moins 3 fois par jour en fonction des sites et de la criticité des lieux de soins. Ces mesures-là sont systématiques et bon, nous sommes souvent très exigeants, c'est ce qu'il faut pour pouvoir donc maintenir le cap et prévenir toutes ces infections. Le processus est contraignant et n'est pas toujours accepté par les usagers, mais tous apprécient le résultat. Accompagnateurs de malades et travailleurs sont satisfaits de l'hygiène au sein de l'hôpital, même si des efforts restent à faire. Le petit constat que je peux faire, c'est que les va-et-vient des patients perturbent ces activités et parfois, c'est-à-dire rendre sale le travail déjà fait. Ça va un peu. Les femmes font des efforts, ils nettoient chaque jour. Ces côtés accompagnants, souvent, ils sont réticents. Ils jettent des trucs par-ci, par-là. La propriété aussi n'est pas trop ça, du côté des accompagnants. Autre particularité à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle, la gestion des toilettes. Celles qui sont réservées aux visiteurs sont étroitement surveillées. Après chaque utilisation, elles sont nettoyées. Résultat, elles sont relativement propres malgré la pression. On a chargé des personnes qui s'occupent de l'hygiène de ces sites-là, surtout les sites externes, et parce qu'ils sont fréquemment utilisés, et donc c'est lavé fréquemment pour pouvoir éviter toute contamination. Seul bémol, l'hôpital ne dispose pas d'incinérateur. Les déchets, très souvent dangereux, sont stockés et transportés jusqu'à Bobo de Lasso pour traitement. Les défis les plus importants des responsables de l'hôpital. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain 20h. Dieu voulant. Bonsoir.